Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre série Terroir Gourmand nous amène en Charente et plus précisément dans l'Angoumois découvrir deux produits emblématiques, l'aillet charentais et la topinette. Cette topinette, ce fromage qui est cendré, nous allons à la rencontre d'Alain qui fabrique un fromage fermier comme le faisait son père. Puis nous irons à la rencontre de Guillaume qui fait pousser l'aillet charentais dans une cueillette ouverte à tous. Je vous laisse découvrir cette belle région et ses beaux produits et je vous retrouve ensuite pour cuisiner l'aillet charentais et la topinette. Angoulême, chef-lieu du département de la Charente, a longtemps été connu pour ses forteresses et sa cathédrale. Afin de dépoussiérer cette image médiévale, quoi de mieux que d'accueillir depuis 1974 le Festival international de la bande dessinée. L'Angoumois a su tirer profit de cette terre et de ses rivières pour produire des spécialités régionales, comme le pinot. Entre Écluse et Vignes, sur la commune de Roulet-Saint-Estèphe, Alain Joussaume, fromager et éleveur de chèvres, a repris l'exploitation familiale il y a près de 20 ans. Multiples médaillés au concours agricole, ces fromages de chèvre sont devenus en un quart de siècle des acteurs incontournables de la gastronomie angoumoisine. À quelques kilomètres de là, dans la vallée de l'Anguienne, Guillaume et Laetitia Gabard ont tout risqué pour ouvrir un maraîchage, ou plutôt un jardin, la cueillette Fabulette. Leur but, revenir à une culture maîtrisée, accessible et proche de la population locale. À la fin de l'hiver, Guillaume s'apprête à récolter les premiers brins d'aillet charentais, une spécialité régionale qui annonce l'arrivée du printemps. Nous voilà sur la parcelle d'aillet, donc on va en récolter un petit peu, donc environ 2-3 kilos grosso modo. On a une commande pour demain pour un charcutier traiteur, 2 kilos, donc on voit à peu près ce qu'il peut loger dans le panier. On a un catalogue, si je puis dire, de 70 à 80 produits dans la saison, donc fruits, fleurs, légumes, donc espèces et variétés différentes et aromatiques. On va respecter ces saisons par rapport à un rythme alimentaire local aussi, donc de région, pour parler de l'aillet charentais entre autres. Quand j'étais en Seine-et-Marne, on ne faisait pas d'aillet charentais, parce que c'était pas traditionnel dans les assiettes. On aurait pu peut-être en faire, mais voilà, c'était un choix de culture, on ne le faisait pas. Ici, c'est vrai que ce serait dommage de passer à côté. Il y a vraiment une demande. Alors, la plantation de l'aillet se fait sur novembre-décembre. Voilà. Donc on plante chaque petit cailleux bien droit, à la main. Donc on le décortique déjà. Chaque tête d'ail, on les décortique une par une. Donc ce qui fait qu'on n'a que des petits cailleux comme ça, que l'on va disposer dans le même sens, c'est-à-dire debout, la pointe vers le haut, et la partie un tout petit peu plus plate par laquelle va sortir les racines en bas. D'accord ? Et pourquoi est-ce qu'on le fait dans ce sens-là ? Pour avoir ce résultat-là. Donc quelque chose de droit. Vous voyez ? Vraiment droit, au hasard, voilà. Si vous le couchez, c'est-à-dire, par exemple, s'il y avait une plantation machine, automatiquement, le cailleux tombe, je dirais, dans le sillon, mais un petit peu n'importe comment, d'accord ? Ça n'empêche pas la levée, ça n'empêche pas la pousse, mais vous risquez d'avoir ce genre de résultat. Donc, on plante environ, nous, sur la saison, sur novembre, environ 80 kg d'ail. On n'est pas sur des gros calibres non plus, mais c'est ça le principe de l'ail vert, de l'aillet charentais. Vous pouvez le croquer avec des rillettes, du grillon charentais, donc le croquer comme ça, en même temps que vous mangez votre petite tartine. En cette fin mars, les paysages lunaires de la Charente vont bientôt troquer leur morne aspect contre une multitude de champs colorés. Chez Alain Joussaume, les saisons et le temps qui passe ne bouleversent pas le rythme de l'exploitation. Bien au contraire. Toute l'année, sans interruption, les 400 chèvres de l'élevage ont besoin d'être nourries, soignées et bien entendu traites matin et soir afin de produire entre 600 et 800 litres de lait pour réaliser près de 700 fromages par jour.
sommes dans la chèvrerie. On est en train de donner à manger à ces petites bêtes. Voilà, là c'est un moment important de la journée. Pourquoi? Parce que si elles ne mangent pas bien les chèvres, elles ne font pas du bon lait. Donc on est très soigneux sur la qualité du foin qu'on va donner, sur la qualité des céréales et aussi les quantités, hein, parce que si elles mangent de trop, elles peuvent être malades. Si elles ne mangent pas assez, elles ne font pas assez de lait. Donc voilà, c'est un moment important où on va surveiller, savoir si tout le monde vient bien manger et si toutes les chèvres vont bien. On leur donne du maïs, de l'avoine, du foin de luzerne et du foin de pré. Voilà. Alors 80-90% de ce qu'on donne est produit sur l'exploitation, dans nos champs. Et l'essentiel, c'est de pouvoir gérer de A à Z, que ce soit l'alimentation des animaux, la qualité du lait et forcément derrière la qualité du fromage. Tout fonctionne en croix interne, en filière intégrée. Voilà, moins on a d'entrants, mieux on se porte. Voilà, c'est une façon de maîtriser la chaîne de A jusqu'à Z. Tout comme chez les Joussaumes, à la cueillette Fabulette, on limite les intrants et autres produits chimiques. Une façon de respecter la nature, les aliments et aussi les consommateurs. Accessible à tous, la cueillette Fabulette fonctionne comme un grand jardin potager. On se balade et on récolte les aliments que l'on désire, mais seulement s'ils sont de saison et mûrs à la cueillette. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, très bien. Impeccable. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Écoutez, sous la serre, vous allez trouver les salades de choux pointus et un petit peu d'épinards. Les radis sont pas encore bons pour le moment, ce week-end. Ça va aller très très vite là. Et juste après, vous avez à l'extérieur, vous avez l'aillé. Donc il suffit juste de passer par l'espace buvette. Voilà. Ok, ça marche. Tenez, si vous avez besoin d'un panier. À tout à l'heure. Philippe fait partie des habitués de la cueillette Fabulette. Aujourd'hui, il vient spécialement pour récolter de l'aillet charentais. Alors l'aillet, moi j'en mets partout, comme de l'ail. Je m'en sers vraiment comme de l'ail. Hier j'ai fait du lapin. Non, je m'en sers vraiment comme de l'ail, c'est-à-dire j'en mets vraiment partout. Ici à la cueillette, effectivement, on sait qu'on mange que du produit de saison. Il n'y a pas de tomates, on ne va pas trouver des fraises comme on peut trouver sur le marché, des fraises du Chili. Voilà, donc, alors l'hiver c'est un petit peu dur parce que c'est beaucoup du chou, il y a pas mal de choux. La fin des épinards et le début de l'aillet, ça annonce le printemps. En cette saison, les aliments proposés ne sont pas nombreux, mais les cueilleurs continuent de s'approvisionner par tout temps, seuls, en famille ou entre amis. C'est le cas pour Arlette et son amie. Ce sont des gestes que Guillaume nous a appris avec Laetitia, des gestes pour respecter la culture, ne pas marcher sur les plates-bandes en plastique, et puis certains gestes très très particuliers, ne serait-ce que ramasser les légumes quand il y a un panneau à chaque plate-bande. S'il n'y a plus de panneau, surtout ne pas ramasser. Faites attention, pas glisser sur La cueillette, c'est aussi apprendre à ramasser les légumes. Aujourd'hui, petit cours sur l'aillet charentais. Je vous explique juste un tout petit peu comment l'arracher de manière à ne pas soulever beaucoup trop de terre non plus, c'est pas utile, surtout qu'en plus on a quand même pas mal de pluie en ce moment et donc beaucoup d'humidité. Donc en fait il suffit juste d'enfoncer la bêche comme ça, de soulager un tout petit peu et en fait de tirer juste comme ceci. Alors voilà, impeccable. Soulagez encore, allez-y, baissez votre fourche. Voilà, très bien, super. En fait, il n'y a pas besoin de l'enfoncer vraiment très profond. On ne va pas chercher la racine de la carotte, par exemple. Hein, donc, voilà. C'est bon, non plus. Le principe de la cueillette est tout de même à un moment, c'est en effet de faire voir aussi comment poussent les choses. On ne peut pas remplacer une odeur, remplacer la vision que peut avoir chacun, le toucher. Et c'est ce que l'on veut, nous, au travers ce jardin. Parce que ce reste de toute façon un jardin, c'est de passer par cette découverte, vulgarisation, j'apprends la patience. Le chou vert, on a juste, voilà. Non, là ils sont un petit peu loin, c'est pas aussi simple. Voilà. Apprécier le temps qui passe, le temps qui pousse. Accepter le cycle des saisons. Attendre parfois des mois pour déguster de bonnes tomates, manger ce que la nature nous met à disposition en restant dans le désir des fruits et légumes à venir. Un mode de vie souvent oublié, délaissé par la facilité de consommer ce que l'on souhaite. À la cueillette Fabulette, j'y viens à peu près une fois par semaine.
J'essaye de faire ma provision de légumes pour la semaine. C'est une volonté de faire ce qu'on appelle les circuits courts. Le plaisir de voir ce qu'on va manger, le plaisir d'avoir aussi un contact. Guillaume et Laetitia avec qui on peut parler. On sait que les produits ne sont pas bio, mais que voilà, qu'il y a très peu de traitement. Et puis quand on discute des traitements avec Guillaume, il peut nous expliquer pourquoi il a traité, pourquoi il l'a fait. Voilà, c'est pas une agriculture biologique. On va être dans une agriculture logique, donc de proximité. Tant que nos produits ne sont pas cueillis par les clients, ils restent sur pied. Donc ça veut dire qu'ils restent frais. Donc en effet, on n'essaye pas d'avoir un label parce qu'on ne veut pas se vendre par rapport à une étiquette, qui n'est pas une garantie. On est en permanence en train de travailler avec les clients, au milieu de la clientèle, ils savent comment on travaille. Il n'y a qu'à se promener aussi dans le jardin pour voir un petit peu si l'herbe est complètement jaune ou grillée, si elle est désherbée ou quoi que ce soit. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de produits qui n'ont pas besoin d'être traités. Mais c'est vrai qu'on est plus sur une façon de cultiver ce jardin ici, qui se rapproche plus d'une tradition proche du début voilà, 19e. C'est quelque chose de relativement simple qui a existé, donc c'est pour ça que l'on n'est pas au point d'avoir inventé un système. Je dirais que de toute façon, vu la surface et à deux, on ne fournit pas partout. Donc il y a beaucoup de choses que l'on fait et que l'on laisse faire, je dirais, assez naturellement. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ouais, c'est la gâteau. Même si au départ, ce n'était pas mon métier, ce qui est très important, c'est que, en fait, du coup, je deviens quelque part le relais entre mon mari et puis le consommateur, puisque je suis là pour défendre son agriculture, son métier. Les clients, aujourd'hui, dans la notion de locavore, ce qu'ils recherchent aussi, c'est le contact avec le producteur. Et c'est ce qui est le plus important. Et moi, en restant sur la partie vente et sur la partie caisse accueil client, c'est beaucoup plus facile, en fait, pour moi de défendre son travail et d'argumenter surtout. Vous avez laissé un peu de racines, oui, donc oui, voilà, vous laissez racines, comme ça, un petit peu humide. Oui, bah, de toute façon, ça se garde. Oui. Voilà. Et c'est très bon pour la santé surtout. Oui, alors parce que ça a les des mêmes vertus propriétés que l'ail, ouais. en Oui, fait. tout à fait. Alors c'est meilleur que l'ail. Au goût déjà, moi je trouve ça meilleur. C'est plus doux, tout à fait. Dans la cuisine asiatique aussi, c'est sympa. Oui. Rajouter justement, je fais beaucoup de cuisine asiatique, moi. La cueillette Fabulette s'est dotée d'une épicerie pour vendre des produits de la région et autres coups de cœur. Les produits sont sélectionnés déjà plutôt sur la proximité, sur la qualité, sur les rencontres qu'on a fait aussi avec les producteurs. L'épicerie, elle a pour vocation, en fait, de permettre à des producteurs charentais d'avoir un point de vente supplémentaire sur le Grand Angoulême. Toujours dans la notion de locavore et circuit court. Retour chez les Joussaume. C'est en 1963 que le père d'Alain commence à fabriquer du fromage. 10 ans plus tard, avec sa femme Christiane, il crée la Taupinière, le fromage qui fera leur renommée. Puis, avec l'arrivée d'Alain et de sa sœur, s'ajoute la Taupinette, qui demeure le plus grand succès des Joussaume. Quand on remonte l'histoire, tout cela a commencé avec une seule chèvre. Il y avait une petite chèvre dans l'exploitation. Ma grand-mère faisait un petit fromage frais qui était vendu aux voisins, et on s'est aperçu à la fin de l'année qu'en fait, la chèvre avait pratiquement plus rapporté, toute proportion gardée. Donc c'était une idée un peu folle de faire des chèvres en plein pays du cognac. Donc il est passé un peu pour un fou dans le secteur. Et il a commencé donc avec 25 chèvres. Il s'occupait des chèvres. Ma grand-mère faisait le fromage frais. Et mon grand-père vendait ce fromage au porte-à-porte dans les rues du village. Mes parents sont venus s'installer donc ici à Saint-Estèphe. Et plus tard, dans les années 70, ils ont inventé leur propre spécialité, donc la taupinière. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une zone d'AOC. Pas d'AOC, pas de fromage de tradition dans le secteur, donc l'idée c'était de se démarquer en faisant ses propres spécialités. Donc depuis 1973, la taupinière est une marque déposée. Là-bas, c'était vraiment le fromage que faisaient la grand-mère et l'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère vendéenne, hein, c'était cette recette qui s'est transmise comme ça de mère en fille au fur et à mesure des années. Il y a déjà 60 ans d'histoire derrière nous autour de nos fromages. Aujourd'hui, oui, on peut dire que la taupinière, la taupinette, c'est des produits du terroir charentais. De plus en plus, même
Les gens autour assimilent vraiment notre exploitation comme ancrée vraiment dans son territoire. C'est pas un parachuté de l'étape. Beaucoup de clients nous disaient oui, la taupinière c'est très bien, mais parfois c'est un fromage un peu gros. On a réussi à trouver un moule qui correspondait à ce qu'on souhaitait. Et puis on a fait un fromage à part entière, la taupinette. Après les gens ils font l'amalgame des fois entre taupinière et taupinette. C'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. À partir du moment où vous changez le volume ou la forme d'un fromage, il y a tout qui change. Donc on est sur des grandes lignes, c'est des fromages un peu similaires si vous voulez. Mais vraiment, sur le fromage affiné, la taupinière et la taupinette, on a deux goûts différents et c'est ça qui est intéressant. Pour fabriquer une taupinette ou une taupinière, il faut environ 1 litre de lait. On ajoute le petit lait de la fabrication précédente dans le bac du nouveau lait, puis on verse quelques gouttes de présure. Ce sont ces bactéries qui vont aider à l'affinage du fromage. On laisse le lait cailler 24 heures et c'est à partir de ce caillé que l'on va mouler à la louche les futures taupinettes et taupinières. C'est le geste que ma mère m'a appris. Et il faut être précis, ferme et rapide. Et le but du jeu aussi, c'est de ne pas briser le caillé. Moins je vais faire de brisures dans mon bac, meilleur le fromage sera. Après 2 jours d'égouttage, les taupinettes et taupinières sont prêtes à recevoir la touche finale. On va démouler les taupinettes, les saler à la main. Et là, ça va rester encore une nuit à température ambiante où le fromage va finir de s'égoutter. Parce que le sel fait ressortir l'eau du fromage. Et seulement le lendemain, on va pouvoir rentrer les fromages en affinage. Donc les taupinettes vont pouvoir affiner 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, ou 2 ou 3. C'est le temps qui fera le fromage, qui lui donnera plus ou moins de caractère, de piquant et de force. De l'autre côté de l'Angoumois, il est temps pour Guillaume d'aller livrer ses premiers brins d'aillets au marché d'Angoulême à un de ses amis charcutiers traiteurs. Messieurs, dames, bonjour. Salut Patrice. Guillaume. Ça va bien? Très bien. Voilà, toi aussi livraison. Ouais, super. Nickel, super. Alors de l'aillé, tout Bah frais. ouais, écoute, voilà, Magnifique. première livraison de la saison pour nous. Ça y Donc, est, c'est on va pouvoir- démarré. Eh bien, écoute, on va cuisiner ça avec du chevreau par exemple. Et puis sur la fin de cuisson, vraiment on retire notre chevreau, on coupe l'aillé donc en tout petits morceaux et on l'étale dessus, on mélange bien. Ça parfume très bien le chevreau. C'est extraordinaire. Excellent. Voilà. D'accord. Aussi avec le grillon charentais. Ouais, avec le grillon, voilà. Voilà, le la grillon tradition charentais, aussi. Voilà, que l'on a ici, là. Voilà. La petite tranche de grillon charentais, là, c'est parfait. Avec le brin d'aillé et la croque au sel. À croquer, ouais. À croquer, hein. Tu en auras besoin régulièrement? Ah oui, écoute, la semaine prochaine, pareil. Hein. On part sur la même livraison? On peut partir sur la même livraison. Voilà. D'accord. Il Bon, est de toute frais, façon, ce sont des belles tiges, ouais, elles sont ouais. Bah, bien droite aussi, facile à travailler, voilà. Ah c'est ça. ouais, Ah ouais. appétissant. Non, Voilà, on a que- des bons retours quand on l'offre aux clients avec le grillon aussi également. L'avantage de travailler avec Guillaume, c'est qu'il a vraiment les produits de saison. Et quand il me fournit en produits, c'est des produits qui sont à maturité. Moi, c'est ce que je recherche, des produits qui ont du goût. Et pour ça, il faut qu'ils soient à maturité et à la saison. Par exemple, l'aillé, il commence là, cette année début mars, jusque mi-mai. Et au fil du temps, jusque dans l'automne, il me fournit différents légumes, comme tomates, pommes de terre, des choses comme ça. Très très bon produit. Nos valeurs d'artisan, artisan avec un grand A, local avec un grand L, hein, et humain avec un grand H. Voilà. Donc
ça reflète le partenariat qu'on a avec des producteurs locaux en ce qui concerne par exemple les maraîchers. Bon, bah, écoute, je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup. On se recontacte pour, par exemple, la semaine prochaine pour la prochaine livraison. Et puis voilà, d'accord, ça marche. Merci. Il ne faut pas attendre que ce soit la multitude ou le politique, je dirais, qui décide des choses. On a notre part de responsabilité dans le système global. En tant que consommateur, le paroxysme, c'est la carotte râpée déjà assaisonnée, quoi. Emballée sous vide, elle aura beau être bio, de toute façon, il y a vraiment quelque chose de pas sensé dans cette forme d'alimentation. Et on arrive toujours sur ce même mot de logique, où à un moment, je pense que la nourriture reste un plaisir et pas un caprice. Dernière étape pour les fromages Joussaume, la livraison pour la vente en fromagerie chez une personne plus que concernée, Christiane, la maman d'Alain. Bon, emmenez ça, nous. Pour Madame Joussaume, elle va être contente. Voilà, hop. Des topinettes et des topinières. Ma maman, là, qui elle, vit sa passion jusqu'au bout des ongles, parce qu'à 75 ans, elle vend encore les fromages de l'exploitation. Elle a ouvert sa petite fromagerie sous les halles de Châteauneuf. Et voilà les livraisons. Allez, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, Alain. Allez, la Ça forme? Ouais. La topinière, la topinette, là, en ce moment, elles vont bien. La médaille, bah oui. J'espère que la médaille va... La médaille d'or, ça a fait du bien. Ça te plaît? va. Alors, les gens en parlent assez souvent. Ah bah tant mieux. Ah ouais. Et ils ont vu ça sur le journal, alors ils m'en parlent, ouais. Et c'est vrai que ça fait très plaisir quand les clients vous arrêtent dans la rue et disent « Ah mais tiens, félicitations pour vos fromages, pour cette médaille. Ça fait chaud au cœur, vraiment. C'est toujours agréable de savoir qu'on ne travaille pas pour rien et qu'au moins On a arrosé ça. on a un résultat. Voilà, c'est gentil. Eh ben, La vraie médaille d'or, pour moi, c'est le sourire du petit gamin qui découvre le fromage de chèvre et qui dit « Oui, j'aime le fromage de chèvre parce que j'ai goûté un bon. » Voilà, ça, c'est ma médaille d'or à moi. Alain et Guillaume font partie de ces passionnés qui sont impliqués par leur choix dans l'avenir environnemental, mais également gustatif de notre pays. De bons produits du terroir comme l'aillet ou la topinette enrichissent et valorisent nos régions. Aujourd'hui, je vous propose une tourte de topinette au pesto, pickles, d'aillet charentais. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra, pour la tourte, 300 g de feuilletage pur beurre de préférence, 2 pièces de topinette environ de 135 g, 2 œufs. Pour le pesto, 20 g de feuilles de basilic, 20 g de pousses d'épinards, 20 g de pistaches, 15 g d'huile d'olive, 1 g de thym effeuillé, 0,5 g de piment d'Espelette. Pour les pickles, une botte d'aillet charentais, 60 g d'eau, 60 g de jus de betterave rouge, 90 g de vinaigre d'alcool blanc, 30 g de sucre. Séparez la racine du corps et éliminez la partie très verte des aillets. Dans une casserole, déposez les aillets avec le jus de betterave, le vinaigre d'alcool, l'eau et le sucre. Portez à ébullition pendant 4 minutes, puis laissez refroidir. Dans une poêle chaude, faire dorer légèrement les pistaches durant 3 minutes. Alors pourquoi torréfier les pistaches? D'abord qu'elles soient plus croquantes et c'est un vrai exhausteur de goût. Équeutez les herbes, puis les réunir dans un bol mixeur avec le thym, l'huile d'olive et les pistaches. Mixez finement jusqu'à obtenir une pâte lisse. Assaisonnez, ajoutez le piment. Maintenant, je vais détailler le feuilletage qui doit être bien froid à l'aide d'un cercle de 2 cm plus grand que les topinettes. Ajoutez une cuillère de pesto en laissant 2 cm de bord vierge. Déposez une topinette, la masquez d'une fine couche de pesto. Étalez au rouleau le second cercle de pâte feuilletée
et souder les deux bords en pressant vigoureusement. Badigeonner la tourte. Pour la dorure, nous les cuisiniers, quand on met un jaune d'œuf pour une dorure, on rajoute toujours une cuillère à café d'eau froide. Puis enfourner dans le four chaud pendant 20 minutes. Alors, une fois qu'elle est sortie du four, surtout, il faut la couper tout de suite pendant que c'est chaud. Et là, on va voir ce mélange de saveurs de fromage de chèvre, de pesto et de feuilletage. C'est juste le bonheur dans l'assiette. Déposer l'équivalent d'une cuillère à soupe de pesto et l'étaler. Déposer un aillet en pickles, ajouter les tranches d'aillet cru, puis décorer si possible avec les pousses d'épinards. Bonne dégustation et à très bientôt pour une autre recette.